Bien, bonjour à tous. Nous revoilà pour ce 4e webinar en compagnie de Stéphanie. Je suis ravi de vous retrouver depuis ce matin. On va parler aujourd'hui d'un sujet. Je vais vous afficher le titre. C'est parti. Adapter sa coopération dans un cadre intergénérationnel. Et pour ça, on a le plaisir de recevoir Stéphanie, que je vais laisser se présenter, si tu le souhaites, Stéphanie. Oui, bonjour Aurèle, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Leboulaire, je suis coach et formatrice et fondatrice du cabinet Adapt to Growth, un cabinet conseil spécialisé dans l'accompagnement des organisations pour s'adapter et innover. Et pourquoi je suis là? Parce que j'ai vraiment à cœur dans mes missions de faire de l'humain une richesse dans nos organisations de travail. Voilà, et je suis ravie d'être là avec toi pour parler de ce sujet. Merci. Et je pense que je ne triche pas en disant que c'est bien utile de parler de ce sujet dans les organisations. Il y en a bien besoin. Ce que je vous propose, si vous voulez nous mettre un petit mot sur le chat, nous dire si vous êtes là, si vous avez des questions spécifiques ou autres. Et je vais peut-être te laisser, Stéphanie, replacer un terme qui te tient à cœur, du coup, dans cette approche. Tout à fait. Donc, certainement que dans votre entourage, vous avez entendu des phrases telles que ouais, il est trop vieux, ouais, il est has-been, il est plus dans le coup, ou pas assez d'expérience, ou bien ouais, c'est compliqué aujourd'hui de manager les jeunes. Si vous avez des expressions de ce type-là que vous avez entendues, partagez-les avec nous dans le chat. Évidemment, nous, on ne dit jamais des trucs comme ça. Hein. C'est toujours les autres. Jamais. Jamais. Effectivement, ce sont des clichés. Hein. Mais voilà, c'est notre cerveau qui adore faire ces stéréotypes parce que ça l'aide à mieux comprendre le monde, hein, de nous mettre dans des cases. Et d'ailleurs, les recherches en neurosciences montrent justement que notre cerveau, tu vois, il aime bien faire comme ça des raccourcis pour justement simplifier la complexité de notre réalité. Mais bon, les neurosciences, c'est un autre sujet. Revenons. Si tu veux faire une petite glissade, moi je te suis, hein, Steph. Il n'y a pas de problème. On peut aussi aller un petit peu sur ce terrain-là si ça peut alimenter notre sujet. Voilà, donc c'était en tout cas pour introduire ce stéréotype replacé. Et puis d'abord, je voudrais qu'on commence par aussi comprendre c'est quoi une génération. Hyper intéressant. Tu as une idée, toi, Aurèle, que tu dirais? Alors moi, une génération, ouais, bien sûr, j'ai une idée. Génération, je vois les écarts d'âge entre la génération de mes grands-parents, la génération de mes filles, etc., etc. Pour moi, une génération, c'était, j'ai pas vraiment de chiffre exact sur ce qu'est une génération là comme ça, mais par contre, pour moi, c'est un écart d'âge dans ma conception. Ouais. Et effectivement, une génération, voilà, c'est défini comme un groupe de personnes qui ont partagé un moment de l'histoire. Donc, ça veut dire des expériences marquantes, ça veut dire de l'actualité, ça veut dire peut-être des évolutions technologiques qui vont créer en fait des valeurs, des comportements, des modes de pensée. Ça va nous impacter en fait. Et c'est ça qui crée, enfin, c'est comme ça qu'on définit en fait des générations. Donc, il n'y a pas toujours le même écart d'âge entre les différentes générations. Donc, vous avez peut-être entendu parler de les baby-boomers. Ouais. Donc, eux, c'est à l'après-guerre, hein, avec la croissance économique, l'idée que le travail, c'est fondamental, c'est un pilier de la vie. Après, on a eu la génération X, qui a eu une éducation peut-être un petit peu plus cool, voilà, qui a vécu les premières crises économiques aussi quand même, donc un peu plus de flexibilité, d'autonomie. Ensuite, on a les millennials qui sont arrivés avec Internet, avec une éducation aussi plus centrée sur eux, voilà. Et puis, la génération Z, eh bien, qui est baignée dans le numérique, les réseaux sociaux, etc. Donc, si vous voulez nous marquer d'ailleurs, je vois que
que Sarah a marqué #Gen Z. Donc voilà, si jamais vous voulez nous marquer votre génération pour qu'on voit qui est là, ça peut être assez sympa. Gen Z dont elle est très fière, Sarah, c'est pas peu dire. Exactement. Elle nous le rabâche assez souvent pour qu'on sache qu'elle est très fière de sa génération. Merci Sarah d'être intervenue en tout cas. Ce que je propose Stéphanie, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Je te propose qu'on ouvre sur la première question que j'ai posée aussi à tous les intervenants que j'ai eu la chance de recevoir. Et encore une fois, merci à tous s'ils nous écoutent. Je suis vraiment ravi de vous recevoir et de pouvoir puiser dans cette expertise très forte que vous avez chacun d'entre vous. Pourquoi cette thématique est incontournable aujourd'hui en entreprise? Alors, de mon point de vue, elle répond à des grands enjeux, des grands bénéfices qui sont déjà maintenir le savoir-faire, maintenir l'expérience. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est les compétences, hein. Sachant que les compétences évoluent et que les compétences dont on avait besoin avant ne sont pas les mêmes compétences qu'on va avoir besoin dans 2030. Les métiers changent aussi. Mais il y a quand même besoin d'histoire, de compétences. Je donne l'exemple, par exemple, des compagnons dans le bâtiment, où on a besoin d'un transfert de cette compétence. Deuxième chose, moi, que je vois aussi, ça peut être aussi dans les enjeux, la continuité des entreprises. Je regardais hier à la télé, il parlait des éventails. Les éventails qui reviennent à la mode. Eh bien, voilà, il y a des entreprises à Valence de fabrication traditionnelle des éventails. Ils sont obligés de travailler avec les jeunes pour mettre les éventails à la mode et pérenniser l'entreprise. Donc, il y a une histoire aussi de pérenniser l'entreprise pour qu'il soit au goût aussi du jour et faire évoluer et répondre aux besoins spécifiques de chaque génération. Et du marché à ce moment-là aussi, parce qu'il y a du marché, voilà. Si je peux partager un petit peu, nous, on a des stagiaires avec nous là. Jusqu'à cette semaine, une stagiaire qui est en seconde. Là, c'est des très, très jeunes pour le coup. C'est hyper intéressant de voir l'approche. Pourtant, je suis vieux, j'ai 42 ans, mais de voir la différence d'approche qu'il peut y avoir entre nous, c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a une vraie distorsion, enfin une vraie séparation. Pardon, c'est pas une distorsion, c'est une séparation. Et donc, ce que tu dis, ça illustre le fait que le troisième enjeu, c'est l'innovation. Ils nous apportent des nouvelles idées. Ils vont aider les organisations aussi à intégrer plus facilement, par exemple, des nouvelles technologies. Ça peut être aussi les nouvelles tendances, puisque répondre aussi aux besoins de leur génération. Donc, c'est vraiment une richesse. Enfin, il faut vraiment en faire une richesse. Puis peut-être, je dirais, et j'ajouterais peut-être à côté d'innovation, agilité aussi. Parce que flexibilité, ça permet de s'adapter. Ça fait partie aussi du jeu, quoi. On a, si je peux mettre une petite photo, une petite illustration là-dessus, on a un stagiaire, on cherchait à faire des nouvelles signatures pour la boîte qui soient coordonnées pour tout le monde, d'accord, qui soient alignées. On a eu un problème avec les outils de création de signatures. Il a trouvé plus simple et plus rapide de coder lui-même un outil qui auto-génère les signatures pour chacun. Moi, ça m'a fait halluciner parce que du coup, ce n'est pas les compétences que j'ai. Comme quoi, il y a vraiment un apport très fort sur des choses qu'on n'aurait pas approchées, nous, de cette façon-là. C'est ça. Et puis peut-être que nous, on pense que une signature, c'est quelque chose de très personnel, alors que dans le monde technologique, ça c'est en train de se perdre. Hein. On parle de signature électronique. Hein. C'est juste des données, en fait, finalement, pour eux. J'ai une question qui est une sous-question de la question principale. Comment, d'après toi, Stéphanie, aujourd'hui, un manager peut essayer d'accueillir au mieux cette notion d'intergénérationnalité? Alors, effectivement, un manager, il faut qu'il il a différentes générations et il va falloir qu'il travaille là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il y a des nouvelles demandes avec les nouvelles générations, donc il va falloir qu'il soit encore plus adaptable et qu'il fasse en fait un management beaucoup plus individualisé, axé sur les motivations de chacun. Et puis pour les nouvelles générations, il va falloir aussi qu'ils travaillent, qu'ils ouvrent sur la coopération,
parce que c'est des choses qui sont extrêmement importantes donc pour eux. Donc, ils ont envie de participer. Ils ont envie de participer aux décisions, participer aux idées. Donc, il faut ouvrir un espace aussi de participation de cet ordre-là. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, parce que comme j'ai des micro-coupures, je ne savais pas trop si tu avais terminé ta phrase. Et du coup, j'ai perdu ma question. Du coup, avec la micro-coupure. Est-ce que... Si, ça y est, pardon. Est-ce que tu considères, dans les autres webinars, il y a un sujet qui est revenu mécaniquement, alors qu'ils avaient tous une approche différente sur des sujets différents, qui était de revenir au groupe. Sur leurs différents sujets, il y avait une notion d'individualité et de groupe. Et là, dans ce que j'entends, quand tu parles de coopération, est-ce que c'est aussi ça pour un manager, d'être capable de regrouper les gens et de les faire comprendre dans le groupe leur individualité? C'est ça, c'est de respecter en fait chaque individu. Donc, c'est quoi mes motivations personnelles? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me donne du sens? Je veux être reconnue par qui je suis. Hein. Et vous voyez qu'aussi, c'est générationnel. Hein, avec MeToo, avec toutes les acceptations, tout ce qui est sorti. On voit bien que c'est la génération. On accepte les différences. Et donc, on veut qu'on m'accepte aussi avec mes propres différences. Donc, il y a un individualisme qui est très, très fort. Mais il y a un besoin de participatif, de coopérer, d'échange. Et ça, effectivement, le seul qui peut le faire, avec la participation des autres, mais quand même qui a un rôle clé, c'est le manager dans les organisations pour initier ces moments de partage, initier ces moments peut-être ces rituels pour pouvoir avoir... mais c'est vraiment un besoin très émergent. J'ai une dualité que j'ai sentie aussi un petit peu au travers des discours des autres, parce que ce ne sont que des sujets QVCT, donc en fait c'est des sujets assez transverses, qui me disaient, alors je parle plutôt des nouvelles générations, on ira un petit peu sur les générations plus âgées, qui disaient, ils sont assez rigolos parce qu'ils sont en besoin de relations sociales sans avoir pour autant les codes des relations sociales. J'ai entendu ça de quelqu'un qui est confronté à des étudiants tout le temps, qui me disait, c'est assez rigolo parce qu'on sent le besoin chez eux et on sait que, peut-être à cause du Covid, à cause de choses sociétales hein, qui sont arrivées dans la vie, qu'il leur manque les codes sociaux, qui ne savent pas se regrouper et échanger ensemble aussi bien que des générations avant. Est-ce que tu observes aussi ce genre de truc ou pas? Est-ce que tu as une analyse là-dessus? Alors moi, j'observe aussi ce qu'on me remonte, hein, c'est que justement, pourquoi on a besoin de travailler ce sujet-là, c'est que peut-être que la jeune génération peut avoir des difficultés dans ses codes sociaux et du coup s'isoler un peu. Bah ouais, je vais pas manger avec eux parce que je sais pas discuter moi de la famille, des enfants, des vacances, ça n'a pas d'intérêt pour moi ou non, je préfère envoyer un mail plutôt qu'on échange dans une réunion de projet. Donc, on a effectivement des envies différentes parce qu'il y a des inconforts. Mais oui, on est aussi avec une génération qui est dans le digital. Donc, la communication, le partage, il se fait aussi beaucoup de manière digitale. Et du coup, dans le milieu du travail, il y a des codes qui ont en plus été mis par les anciennes générations. Complètement, il y a un décalage de code, oui, c'est pas le bien ou le mal, c'est pas la question, c'est le comment en fait la question. Ouais. Et donc, comment on change un peu ces codes professionnels, effectivement, pour mieux s'adapter aussi à ces générations et comment eux, ils font changer les codes des entreprises petit à petit, en fait. Mais pour ça, il faut qu'ils soient bien intégrés et qu'il n'y ait pas, en fait, de cassure. La cassure, elle est dangereuse dans une boîte. Hein. Elle crée un trou qui, des fois, est difficile à combler techniquement, même grâce à des formations. Si on passe un petit peu, on a parlé des jeunes générations, on va passer maintenant aux générations plus âgées. Pourquoi c'est incontournable de prendre en compte ces générations? J'ai une piste de réponse. Je suis très attaché à ces sujets-là aussi, peut-être autant que toi, j'espère. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Stéphanie? Donc, tu parles des anciennes générations, c'est ça? Des anciennes générations. On a parlé plutôt des plus jeunes. On va parler, pour couvrir le panel complet, on reviendra aussi au middle, nous. Sur les plus anciens, sur les plus seniors, comment tu perçois leur approche? Comment un manager qui nous écoute aujourd'hui, ou même un collaborateur, hein, pas forcément manager,
peut bien approcher doit approcher en tout cas ces sujets-là et pas être en résistance ou en peur face à ça. Et on a vu qu'ils ont des compétences clés, ils ont une histoire clé, ils ont aussi souvent soif aussi de partage, de transmission. Bien sûr. Donc, Pyramide de et c'est Maslow. vrai. Pardon ? La pyramide de Maslow. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il faut leur parler. Et vous savez que d'après ce que j'ai lu, en 2030, il y aura une personne sur 3 actifs en France qui aura plus de 60 ans. C'est dingue. C'est dingue. Et vous avez vu aussi qu'aux États-Unis, déjà, ils sont plus avancés que nous. Parce que déjà, moi, j'ai lu qu'ils avaient 300 000 personnes de plus de 85 ans qui travaillent. C'est incroyable. Donc, voilà. Et ça n'existe pas encore aujourd'hui chez nous. Ah non, en France, non. Enfin, j'ai pas l'impression de l'observer en tout cas. Mais par contre, tu dis une personne sur 3 active, donc sur le marché du travail, de plus de 60 ans. Exactement. C'est ce que j'ai lu en 2030. Donc, d'ici 5 ans. Ah oui, donc c'est demain. Donc, c'est très demain. clairement, c'est vraiment demain. C'est Exactement. incroyable. Ça veut dire que, et c'est très rigolo parce que je trouve ça hyper paradoxal, ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en management des nouvelles générations, parce que je pense que c'est celles qui nous demandent le plus d'adaptation, on est d'accord. Et pour autant, dans les chiffres, il va y avoir une augmentation des profils plus seniors, si je peux le dire ainsi, des profils plus seniors sur le marché du travail. C'est hyper intéressant. Alors, c'est bon pour l'expérience, ça va être trop cool. Exactement. Ouais. Parce que vraiment, la valeur que je vois, si je peux me permettre, Stéphanie, c'est vraiment cette valeur d'expérience, enfin de sagesse et d'approche avec une vision. Moi qui suis dans mon rôle porteur de la vision, l'expérience, je le dis souvent, l'expérience ne s'achète pas. On peut acheter beaucoup de choses, on peut acheter des formations, on peut acheter de la compétence, on peut acheter plein de trucs, mais l'expérience ne s'achète pas. Très cool. Je publie les encouragements de Charlotte. Merci Charlotte. Hop. Je propose que nous passions à la deuxième question. Quelles erreurs observes-tu dans les entreprises avec lesquelles tu collabores aujourd'hui ? Quelles seraient les erreurs à éviter ? Ce n'est pas forcément celles qu'on observe, c'est quelles seraient les erreurs à éviter visibles aujourd'hui sur le marché du travail ? Alors déjà, j'ai envie de dire, cette fameuse caricature ou stéréotype dont on parle, ça, effectivement, c'est à éviter. Parce qu'en fait, finalement, on a tous plus ou moins les mêmes attentes dans le travail aujourd'hui, qui n'étaient pas les mêmes avant, mais voilà, qui sont le sens, la reconnaissance, la transparence et la clarté aussi qu'on demande dans les organisations. Simplement, elles s'expriment de façon différente. Et du coup, l'important, c'est de pouvoir échanger. Donc, je dirais, il y a cette première chose déjà, c'est d'essayer de ne pas tomber dans les caricatures dont on a parlé et de ne pas rester « Ah, les jeunes, c'est difficile à manager », par exemple. D'accord ? Deuxième chose que j'ai envie de dire, les erreurs à pas faire, c'est à ignorer les tensions qui sont latentes. Parce que justement, je prends un exemple de Pamela, génération Z, avec qui prend un poste et puis qui décide que finalement elle part. Parce qu'en fait, les valeurs, ça ne lui convient pas, la façon de travailler, ça ne lui convient pas, la façon dont on lui parle, ça ne lui convient pas. Et puis, de toute manière, elle a essayé de donner des idées, puis on lui a dit, de toute manière, c'est comme ça, pas autrement. On fait comme ça depuis 20 ans. Pourquoi on fait comme ça depuis 20 ans. Voilà. Donc, ça peut être rédhibitoire et il faut être vigilant à toutes ces tensions. C'est des missions un peu silencieuses parce qu'en fait, ils ne vont pas se manifester. Et du coup, tu parlais de management tout à l'heure et c'est ça. Le management, il faut qu'il mute. Il faut qu'on change. La génération des baby-boomers, oui, c'était du directif. La génération d'aujourd'hui, c'est plus ce qu'on attend. On attend plutôt un manager bienveillant, un manager facilitateur, un manager inspirant. Donc, il faut qu'on bouge.
Il faut que le management bouge. Et comme on disait tout à l'heure, oui, nos organisations, elles sont basées avec nos codes, qui ont changé aussi, mais les codes des anciens. Donc, il faut qu'on intègre aussi ces nouveaux codes et qu'on bouge le management. Et le management commence à bouger aussi depuis le Covid. On a fait l'impression, hein. Voilà. Donc, deuxième chose, je dirais, les tensions latentes, il faut faire attention à ça. Ça peut être aussi justement des valeurs ou des antivaleurs qui sont touchées. Ah ouais, mais il ne fait pas que ça comme ça, c'est moi qui ai mis ça en place. Voilà, qui crée une émotion forte et qui crée une rupture de communication. Et donc là, voilà, la perception que j'ai fait que je casse la communication et j'arrête la transmission. Et ça bloque de facto l'échange. Et du coup, ça crée un fossé. Exactement. Ouais. Je prends un exemple, on prend un exemple de management. Voilà, Michel, par exemple, plutôt génération X, qui envoie un mail à quelqu'un, à Pamela, notre fameuse Pamela, et bien à 17h30, puis il attend qu'elle lui réponde tout de suite, quoi. Mais Pamela, elle a une autre vision du monde. Elle est respectueuse du temps, mais aussi du temps de pause, de sa vie, de la relation, vie privée, de son équilibre. Et elle, bon, 17h30, c'est bon, moi je vais partir, je lui répondrai demain matin. Ouais. Et vous voyez la perception qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, Michel, il peut se dire, ah ben elle n'est pas engagée dans le travail, elle est démotivée. Ouais, alors que pas du tout. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est qu'une histoire de perception. Et on touche quelques valeurs ou quelques façons de fonctionner. Il faut qu'on revisite en fait notre cadre de référence pour comprendre l'autre. Un manager qui est confronté à ce genre de cas, comment, d'après toi, il doit le traiter? On a eu le sujet ce matin avec Guillaume, qui, comme je disais, c'est des sujets transverses, donc qui approche un petit peu ces choses-là. Il préconisait d'augmenter les plages d'échanges individuels entre les gens. Lui, dans son équipe et dans ses transformations, puisqu'on parle de transformation du management, Steph, je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment la transformation du management, l'amener vers autre chose. Il parlait des temps individuels. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Moi, je trouve que c'est clé. Le manager, il doit travailler à créer des temps collectifs. Donc, ça peut être des rituels d'équipe, ça peut être des moments conviviaux. Moi, je crois beaucoup aussi au retour d'expérience, partage de retour d'expérience, par exemple. Voilà. Et là, c'est riche parce que justement, on parle, chacun a le même poids et on parle de l'expérience du projet et on s'écoute, quoi. Ouais. Donc, voilà. Moi, je suis aussi très favorable à ces moments ça peut être aussi, je ne sais pas si j'ai dit des rituels. Oui. Les rituels d'équipe, voilà. Comme une équipe, en fait, de foot, elle a un objectif, elle a aussi, je pense, le cadre de travail, le cadre de l'équipe. Comment on va fonctionner ensemble. Je pense que c'est très important de s'expliciter, parce que sinon, il y en a un qui va vouloir communiquer par WhatsApp, l'autre par mail. Voilà, qu'on s'entende aussi sur comment on va fonctionner ensemble. Quel est notre but, comment on va fonctionner ensemble et qu'on mette en place des rituels communs. Ouais, moi, j'y crois énormément aussi. Je saupoudrerais un petit peu de... Je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment, mais je saupoudrerais un peu de team building aussi par-dessus. Bien sûr. On avait une discussion avec un partenaire ce matin qui est passé au bureau, où on se disait ça devrait être prescrit pour les équipes, tu sais, un team building par trimestre pour faire un point sur l'équipe, les remettre en situation d'échange, hors cadre, pas forcément dans le cadre, mais à l'extérieur du cadre, pour pouvoir ouvrir de nouveaux sujets, de nouvelles approches. Et on se disait qu'on pestait encore, on l'a fait déjà ce matin avec Guillaume, contre l'entretien annuel unique. L'entretien annuel, c'est très bien, mais une fois par an, reprocher au bout de l'année quelque chose qui s'est passé il y a 7 mois à quelqu'un, je trouve vraiment qu'on peut progresser managérialement sur ces sujets-là, quoi. Exactement, sans aucun doute. Ok, pour les erreurs que... peut-être troisième erreur que je voudrais mentionner, vas-y, c'est le fait de penser que c'est un problème RH, uniquement. C'est intéressant ça. Comme on vient de le dire, on a parlé des enjeux tout à l'heure, c'est un problème stratégique quand même.
Voilà, il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux managériaux derrière, il y a des enjeux d'innovation. Donc, pour moi, ce n'est pas que un problème RH, c'est un problème de toute l'organisation. Alors, je prends ce que tu dis avec la mesure de la connaissance des métiers que tu as eus dans des grandes organisations où je pense que c'est des sujets qui sont de toute façon stratégiques à aborder. On n'a pas le choix, on ne peut pas cacher ça sous le tapis et se dire advienne que pourra, on verra comment ça marche. Aujourd'hui, encore une fois, de manière très pragmatique, quel est l'impact de ça? D'après toi, qui l'as sûrement déjà vécu ou vu ou observé ou côtoyé, quel est l'impact si on décide de négliger, de dire allez, vas-y, tant pis, je m'en fiche, je laisse tomber, quel est l'impact pour la boîte? On a parlé, hein, on crée de la distance. Ouais, distance. On crée de la distance entre les générations. On crée finalement, on entretient ce fossé de la communication. La communication n'est plus fluide. Et comme je disais, voilà, on va perdre les idées des uns et des idées des autres. On ne va pas se comprendre. Et on va perdre en innovation et en performance. Hein. Ah bah la performance, bien sûr, on ne Exactement. l'avait pas dit, mais ça me paraît plus qu'évident. Voilà. Donc la communication, en tout cas, elle est cruciale. Il faut essayer justement dans nos pratiques qu'elles deviennent fluides et naturelles et justement de mettre en place un certain nombre de choses, comme tu parlais, voilà, des moments collectifs, que ce soit de team building, de moments conviviaux ou organisés, pour créer ces conditions vraiment de lien et d'envie de partager. Il y a Guillaume qui est intervenu au moment où tu redisais, tu corrobores ce qu'il a dit ce matin, qui disait le rétexte, un véritable levier d'intelligence collective. Exactement. Il y a aussi le point externalisé. Top. Super. Je propose qu'on passe à notre troisième volet, qui sont quels sont, d'après toi, les signaux d'alerte, les signaux faibles. On parle en général de signaux faibles plutôt, parce que quand ça devient un signal fort, on est déjà dans le problème. Comment un manager ou une manageuse peut essayer de capter des choses pour se prémunir de futurs conflits ou situations très complexes, là où on pourrait le traiter en amont. Est-ce que tu as des choses identifiables, Stéphanie, de ton côté? C'est vrai qu'on vient juste d'en parler. On s'est dit, dès lors que je commence à sentir une distanciation, dès lors que je commence à sentir même des fois un cloisonnement, factuellement, dissociation. Tu peux mettre un exemple factuel pour que ça soit très facilement. Un exemple factuel, finalement, les jeunes, ils vont manger qu'ensemble, ils prennent leur café ensemble. Encore un exemple alors réel, entendu il y a un mois, les managers, ils mangent ensemble. Ils ne mangent jamais avec les collaborateurs. Ouais. Voilà. Ça, ce sont des signaux qui montrent qu'il y a quand même, un problème dans la communication et qu'on risque, avec cette distanciation, de créer des fossés et qu'on risque de passer à côté de quelque chose. Hein. Donc, première chose, voilà, c'est ça. Isolement. Ouais. Isolement. L'isolement. Se mettre à part de l'équipe. L'isolement aussi, c'est ça. Et ce que ça va créer aussi, c'est que ça peut créer, donc ça, c'est les premiers signes faibles, ça peut créer aussi des éléments de culture d'entreprise. C'est-à-dire que la culture d'entreprise, elle va par exemple valoriser les idées, par exemple, des plus expérimentés. Et donc, créer ça aussi dans sa culture d'entreprise. Ou bien, l'inverse, hein, elle fait tellement de choses pour les jeunes, etc., qu'elle va se défocaliser des personnes, des seniors qui vont se sentir complètement isolés et laissés pour compte. Et ça devient carrément dans la culture d'entreprise. Et c'est encore plus grave. Parce qu'on alors, si ça touche la culture, c'est vraiment plus bon pour personne. Pour le coup, là, ça devient vraiment complexe. Parce que la culture entame la vision après. Hein. Exactement. Phénomène en chaîne, ça grignote sur le terrain et pas sur le bon pour le coup. On a une question de Guillaume. Coucou Guillaume, merci de nous écouter alors qu'il était en studio ce matin. Et je sais qu'il a roulé un peu, qu'il n'est plus géographiquement à côté de nous. Comment faire comprendre les attentes de nouvelles générations à celles déjà présentes dans l'organisation et de fait, je me permets, sûrement plus installées? Alors, comment on fait ?
l'important, c'est déjà d'en parler. C'est déjà d'avoir un dialogue ouvert et transparent dessus, ce que les jeunes générations attendent d'ailleurs, et qu'on puisse en parler sans que ce soit un tabou et qu'on ne laisse pas ça de côté. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on peut aussi attendre, c'est que les managers soient aussi accompagnés dans cette transformation managériale. Et ça peut aussi aider à répondre à ces attentes de ces nouvelles générations. On parlait d'activités collectives comme par exemple travailler sur un team building où on va mettre justement des mots, faire travailler les gens ensemble, en immersion par exemple avec Human Experience pour justement, par exemple, et puis après débriefer et parler ensemble. Ok, c'est quoi qui nous pose problème? Qu'est-ce qu'on a bien aimé? Et puis voilà, où est-ce qu'on a été bon? Ouais, où est-ce qu'on a Où été est-ce qu'on bon? a peut-être des zones à améliorer, etc. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et de bâtir aussi là-dessus. Donc, on revient à la communication qui est clé, c'est d'en parler et ensuite d'instaurer des pratiques, des rituels, comment on pourrait dire encore, en fait, des petites procédures en place. Je pense par exemple au onboarding. Le onboarding aussi peut être un merveilleux moyen d'intégrer des jeunes générations, de les faire s'exprimer et d'impacter la culture de l'entreprise. On l'a mesuré chez nous, à chaque fois, on a une procédure de onboarding qui est en place, parce qu'on a quand même en plus un métier particulier, donc il y a des choses à expliquer, à faire comprendre, qui ne sont pas instinctives en arrivant, bonjour, j'ai compris, je sais. À chaque fois qu'on ne l'a pas fait, automatiquement, il a fallu régler des choses derrière. Stricto sensus. C'est-à-dire que 1 pour 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on n'a pas eu le temps, parce que l'arrivée s'est faite à un moment où c'était rushé ou machin ou truc, si on n'a pas pris le temps de cette intégration de qualité avec les bonnes informations, tout ce qu'on a eu le temps de réfléchir, et on le sait, on le connaît, finalement, c'est pas, pour les entreprises, c'est pas impossible à trouver, ce genre de choses. Ça a été derrière des choses à résoudre. C'est pas grave, mais il n'empêche que c'est la preuve que ces temps-là sont extrêmement importants et ces phases-là sont extrêmement importantes aussi pour régler ces écarts-là. On parle de résolution. Quand on est dans la résolution de problèmes, on a déjà semé des petits irritants. Oui. Voilà. Et peut-être des petites graines dans nos stéréotypes. Pour sûr. J'ai une question de Charlotte. Avez-vous des exemples d'actions pour aider les générations à se comprendre mieux et à mieux travailler ensemble? J'ai une piste de réponse, mais je te laisse prendre la main, Stéphanie. Ok, donc moi je vais donner plusieurs exemples dont j'ai entendu, que j'ai expérimenté, que j'ai aussi récolté, qui fonctionnent assez bien. Donc on a dit déjà, c'est créer le dialogue. Donc créer le dialogue, on vient de parler du onboarding, qui peut être clé et qui est un excellent départ. Et c'est comment aussi on va le construire pour justement faciliter la compréhension de ces générations. Deuxième chose, je dirais, on peut faire aussi du parrainage ou du tutorat. Tu parlais des codes sociaux qui ne sont pas toujours compris des jeunes au démarrage. Ça peut permettre de comprendre c'est quoi les codes de l'entreprise, c'est quoi la culture de l'entreprise, comment on fait dans ce cas-là, de donner des aspects administratifs, comment ça se passe. Parce que oui, quand on arrive, on découvre le milieu du travail, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est intéressant. Ce que j'ai entendu comme autre action, ça peut être aussi du mentoring et du reverse mentoring. Vous avez entendu parler de reverse mentoring? Reverse mentoring, ouais, t'as entendu? On en avait parlé ensemble, je triche un peu. Donc, le reverse mentoring, effectivement, c'est que les jeunes eux-mêmes partagent leurs compétences, par exemple le numérique, ou leur savoir avec finalement les autres. Je vous donne un exemple qui s'est passé dans une entreprise où un jeune a expliqué tout comment fonctionnait TikTok à une personne d'une 60aine d'années qui finalement a déconstruit ses propres stéréotypes par rapport à TikTok. Ça peut être intéressant.
Et puis, on peut essayer de faire des projets intergénérationnels. J'en ai vécu aussi avec des bootcamps où voilà, on met les générations à brainstormer sur des sujets et on les met aussi à piloter les projets. Comme ça, on arrive à constituer des groupes et à bénéficier de mêler les expériences et les savoirs des uns et des autres. Et par là aussi, on peut transmettre les savoirs aussi. Un autre exemple que je trouve très bien aussi, c'est les shadow codiers. Donc, vous avez des groupes comme Engie qui l'ont mis en place. Je connais aussi un grand cabinet de consultants qui l'a mis en place. Donc, j'explique ce que c'est. En fait, c'est de créer un comité de direction parallèle qui n'est fait que de jeunes. Et donc, ils vont apporter un regard un peu neuf sur les décisions qui sont prises, sur la stratégie qui est prise. Ou bien, on peut leur donner peut-être des sujets. Et on leur demande de travailler sur ces sujets. Donc, ils vont fonctionner en fait un peu comme un codir traditionnel. Mais voilà, ils vont nourrir le codir de l'entreprise. De l'entreprise, avec leur vision. Je crois que Frédéric répondait aussi à... Coucou Frédéric, merci d'être avec nous. Je crois que c'était une réponse à la question juste avant. C'est corrélé à la question qu'on avait eue juste avant, qui répond sur la Gen Z. Il faut cesser de travailler en vertical et adopter une approche réseau auprès de ses équipes. L'objectif, suivre la même logique que sur les réseaux sociaux qui ont hyper bien marché, qui ont happé ces générations-là. Hein. Ils sont tous dedans. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont complètement extérieurs. Mais d'utiliser plutôt des méthodes qui sont déjà familières aux collaborateurs. Frédéric, dans son expérience, c'est plutôt expérience client, donc je pense qu'il a une plutôt bonne captation de comment on doit fonctionner sur les gens. Je te remercie pour cette intervention, en tout cas Frédéric. Et on a une question de Sabrina. Coucou Sabrina. Juste pour rebondir avec ce que dit Frédéric aussi, ce qui est intéressant, c'est que déjà avec la génération Y, il y avait une envie de travailler en mode projet et collaboratif qui a été initié et qui a été introduit dans les organisations. Mais c'est vrai, on peut aller encore plus loin avec justement une facilitation et un travail en réseau qui devrait s'accélérer. C'est clair. Avec cette nouvelle génération. Merci Frédéric, c'est super intéressant. Super pertinent, ouais. On revient donc au commentaire de Sabrina. Avez-vous une astuce magique? Alors, Sabrina, tu sais, la magie en management, ça n'existe pas vraiment. Je me permets de te dire. Mais par contre, je suis sûr que Stéphanie a une réponse. Pour qu'un senior arrête de dire de mon temps, sans traumatiser la génération Z qui pense que l'an 2000, c'est le Moyen-Âge. J'adore. De solutions magiques, c'est difficile. Non, je ne crois pas à la solution magique. Voilà, j'aimerais bien avoir une baguette magique. Mais effectivement... Oui, vas-y, Aurèle. Stéphanie, j'ai une idée qui me vient. Hein. Dis-moi si tu corrobores ou si ça te paraît... sont bonnes. J'envoie une idée. Peut-être aussi que c'est un manque de reconnaissance. Hein. Si on a besoin de trop dire... de prise en compte aussi. Trop dire de mon temps, de valoriser cette approche-là, c'est peut-être aussi qu'il y a un manque d'écoute active et de prise en compte du truc qui fait qu'on a besoin de surcharger pour essayer de donner du crédit à cette époque-là. En disant, alors quand ça commence par de mon temps et que ça finit, c'était mieux, là, c'est un sujet, je pense c'est plus profond que le management. Mais je pense qu'il faut prendre en compte peut-être. Mais ça va aussi quand même avec le management, c'est aussi prendre en compte. Quand tu parlais d'écoute active, c'est d'écouter ce qu'il y a derrière. Derrière, il y avait le management passé, c'était du management structuré, avec du cadre, avec de la hiérarchie, avec des directives. Et maintenant, on essaye de balader ça et il y a du flou. C'est ça qui veut dire. Ouais. Hein? Je suis d'accord avec ça. Effectivement. Donc, on peut déstabiliser justement dans les nouveaux types de management les anciennes générations. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un management individualisé parce qu'on ne va pas pouvoir faire la même chose avec justement une personne de 60 ans qu'avec une personne de 22 ans. Il va falloir qu'on s'adapte. D'accord ? Donc, on doit avoir vraiment une approche très personnalisée maintenant dans le management et
comme tu disais, avec la dualité de faire vivre ensemble pour pouvoir coopérer et pouvoir avoir des moments, des temps forts tous ensemble. Ce qui est assez paradoxal, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, Stéphanie, mais j'ai l'impression d'être sur une génération qui prône le vivre ensemble, vraiment. Où aujourd'hui, on a des notions de mondialisation. Moi, je vois dans le bureau, on a des gens qui viennent de pays étrangers, qui sont étudiants en France, mais qui viennent de pays étrangers. Ils ont vraiment cette volonté du vivre ensemble. Tu le sens, c'est fondamental, ça leur fait du bien. Tu sens que c'est important. Et pour autant, il manque des codes. Et ça me paraît assez paradoxal finalement, parce qu'on sent cette envie. Et en même temps, on se rend compte que dans le savoir-faire, ça ne s'applique pas forcément aisément. Tu Oui, ressens puis ça aussi ou pas? oui, puis je ne sais pas si tu parles justement de ces générations aussi qui ont vécu aussi enfermées avec le Covid. Hein. Tout le monde en a parlé. Voilà. Sur toutes Donc, nos interventions, on a abordé à un moment ce sujet-là. bien Tu sûr, penses qu'il y a un impact, toi aussi? en tout cas, les psychologues Le en disent. parlent énormément en disant que ça a créé une fragilité mentale, que ça a pu créer justement des problématiques relationnelles avec la peur de l'autre. Hein. On avait des masques, il ne fallait pas Ouais. s'embrasser, il ne fallait pas s'approcher, il fallait rester à 3 mètres. Donc oui, on a créé cette distance. Donc en même temps, je veux être avec toi, mais en même temps, je veux quand même garder ma distance et puis je veux voilà, qu'on me reconnaisse moi. Donc c'est un petit peu, effectivement, il y a une petite dualité dans nos jeunes Ouais. générations sur lequel voilà, faut écouter et essayer de trouver un juste milieu pour satisfaire à leurs besoins. Pour le souvenir, moi, j'ai rencontré ma fille, elle n'est pas pendant le Covid, j'ai rencontré ma fille avec un masque. La première fois qu'elle m'a vu, c'était avec un masque. Bah oui. Et je suis sûr qu'il y a un impact. Je ne crois pas que ce soit un truc qui soit non impactant. Euh, Très bien, nous avons traité les 3 questions. Ce que je te propose, Stéphanie, c'est si tu veux revenir sur certains sujets forts de ce sur quoi on a pu échanger, des messages que tu voudrais passer dans ce cadre-là. Si sur le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est disponible pour y répondre, bien entendu. Et on conclura sur ces choses-là. Ok. Alors, peut-être on peut justement, parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi de management, ça peut être intéressant de revenir sur les styles de management qui ont été pour les différentes générations. Super. Et là, on peut aussi comprendre que les managers, voilà, ça peut être un peu difficile pour eux. Quoique, voilà, c'est quand même le sujet qu'on a aujourd'hui. C'est un sujet, on pourrait dire, ça sera un éternel recommencement. Hein. D'accord. Ce ne sera pas à nouveau les années qui vont suivre. Mais c'est intéressant en tout cas d'en parler pour s'en rendre compte et d'ajuster son comportement. Parce que justement, quelqu'un qui dit qu'à 60 ans et qui dit « ouais, mais c'était mieux avant, oui, mais avant on faisait comme ça », bah oui, il avait peut-être un management voilà, hiérarchique, avec de la stabilité, de la reconnaissance statutaire, de la loyauté, voilà, avec peut-être un management plus directif. Oui. Et voilà, donc vous voyez, et la valeur travail, bien fait, l'expérience acquise était important. Les générations X dans le management, ils ont été c'était plutôt basé sur l'effort et le résultat, orienté très résultat, d'accord. Donc autonome, mais concret parce qu'il fallait atteindre des objectifs. Voilà, ils ont. Et puis, peut-être que sur les générations X, la compétence, elle était très, très, très importante. Ouais. Donc, et petit à petit, voilà, sur la génération Y, sur la génération Y, le management a changé puisque on est venu avec quelque chose de plus collaboratif. Aussi, les générations Y, les millennials, ils ont voulu qu'on leur donne beaucoup plus de sens plutôt que des directives, beaucoup plus de reconnaissance et de feedback. Les statuts, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est moi, d'accord, et c'est ma progression à moi. Et puis, donc finalement, les managements rigides, on les a un peu repoussés. Donc, vous voyez qu'on a évolué. Et puis maintenant, voilà, on est dans l'agilité, dans l'instantanéité.
dans la transparence, hein, on veut savoir tout, on veut participer aux décisions. Donc, vous voyez que ça demande un autre style de management. Donc, vous comprenez qu'on peut être quand même déstabilisé quand on a vécu en fait tout ça, ce qui peut répondre à la question de Sabrina. Voilà. Clairement. À l'écoute. Pardon? C'est pas Donc, je dis Sabrina? clairement. Si, Sabrina, ouais, tout à fait. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus pour vraiment comprendre que maintenant, le manager aujourd'hui, il doit avoir une approche personnalisée, centrée peut-être plus sur les motivations individuelles. Il doit, à mon avis, aussi adapter son management avec les modes de travail hybrides, les modes de travail adaptables. On va avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir plusieurs jobs à la fois. Hein, donc, il va falloir s'adapter aussi. Donc de la latitude dans l'organisation du travail. Et ça peut être dur, effectivement, pour certains managers seniors qui savent comment c'était organisé et pour qui c'était mieux avant, peut-être. D'accord. Et puis, je pense aussi que le nouveau manager, il doit avoir une idée aussi de ce qu'est l'intelligence collective et comment je peux faire fructifier l'intelligence collective. Pour pouvoir faire coopérer les gens et tirer le maximum de cette intelligence collective. Voilà ce que je voudrais dire. Peut-être que aussi, vous voyez ce qui était important avant, qui était le statut. Aujourd'hui, c'est plus dans le feedback, dans l'évolution. Et donc, comme tu disais, les EAD une fois par an, non, on veut avoir des échanges réguliers pour avoir un feedback régulier. On veut progresser vite, donc on veut avoir une vision de là où on peut aller, de ce qu'on pourra faire, et donc de donner de la transparence aussi là-dessus. Tu parles du statut. Moi, je me rappelle à mon époque, quand on est rentré sur le marché du travail, comme le disait Sabrina, à peu près au Moyen-Âge, le statut de cadre était une quête, un Graal chez nous. Et ça fait des années que j'en ai plus jamais entendu parler. Oui. Le statut, et plus on parle rémunération, le statut de cadre ou truc, ça, il a disparu. La question se pose même plus, en fait. C'est très rigolo, ça veut bien dire que le statut a disparu, en fait, finalement. C'est vrai, c'est très juste, très juste. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de pas être dans cette caricature, hein, si on veut un peu conclure un peu sur ces messages forts. Et c'est ce que me disait aussi un DRH de Disney, de pas stigmatiser les uns ou les autres, mais de traiter la diversité dans sa globalité, parce que finalement, c'est qu'un sujet de diversité, et de valoriser ses complémentarités. Donc, on a vu quelques exemples. Et moi, je dirais aussi par rapport à mes convictions, par rapport à mon expérience, c'est de travailler la communication et de se parler et de créer des moments pour se parler. Et donc, moi, j'ai envie de te donner la parole par rapport aussi à l'expérience immersive, parce que moi, j'y crois, aussi que cet événement, d'utiliser cette expérience immersive dans le cadre d'un travail coopératif intergénérationnel où on travaille ensemble, voilà, et on fait ce fameux REX dont on a parlé tout à l'heure, retour d'expérience. Bien sûr, le réflexe, c'est la conclusion. Voilà, et on discute, et c'est l'occasion de parler ouvertement des choses qui blessent, des choses qui fonctionnent super bien, des plaisirs qu'on a, et d'avancer ensemble. Ça me fait la transition. Merci Stéphanie. Et tu vois, il y a Frédéric qui, qui reprend la transition et l'émotion dans tout ça. Justement, c'est peut-être la connexion avec ce qu'on approche là, c'est de dire aujourd'hui, plutôt que de mettre un cadre hyper formel, de se dire oui, on est différents, pourquoi on ne se battrait pas ensemble sur une cause simple et d'y aller ensemble, et chacun avec ses savoir-faire, avec ses expériences, avec ses compréhensions, sa lecture, je dirais même sa perception des choses, parce que face à une même situation, chaque génération va avoir une lecture différente. Donc ça, et il n'y a pas besoin de se mettre d'accord là-dessus si on sait avancer ensemble, en fait. Chacun a le droit de le percevoir comme il veut, mais la question, c'est où on va ensemble. Et l'immersion, et si on a créé Human Experience, c'est aussi pour ça, c'est parce que ça passe par des émotions, ça passe par des humains, et ça passe par des choses simples aussi des fois.
créer une situation ou une mission, chez nous, c'est très compliqué à créer, mais c'est très facile à vivre pour les équipes. Et ça leur permet de se réaliser, de déclencher des choses qu'ils n'auraient pas forcément vécues ou vues, de collaborer aussi. On a eu des fois des clients qui nous ont dit, regardez, là, à la fin de l'expérience, il y en a 2, là, ils vont prendre un café ensemble, ça faisait 6 mois qu'ils ne se parlaient pas. Et oui, dès qu'on décadre, qu'on crée un nouveau contexte et que les gens se découvrent autrement, et ben, automatiquement, on ouvre un nouveau champ, on ouvre une nouvelle porte et on se dit finalement, bah, Pamela, elle est pas si idiote que ça. Moi, je la considérais comme idiote parce qu'elle tenait des propos qui ne me parlent pas. Bah, en fait, elle est vachement sympa, elle a juste pas la même vision, en fait. C'est pas du tout une histoire de truc. Et Michel est pas si con non plus, en définitive, parce que finalement, c'est juste qu'il réagit comme ça, parce que lui, ça le rassurait d'avoir cadré de la structure. Mais peut-être que finalement, il peut s'adapter, il peut comprendre aussi que dans certaines situations, c'est plus sympa d'avoir de l'agilité, etc., etc. Donc, je crois beaucoup à l'immersion. De toute façon, la force de l'immersion, et j'en conclurai là-dessus, la force de l'immersion, c'est Freud qui approchait ces choses-là, c'est que le jeu ramène à l'insouciance. L'inverse du jeu, c'est la dépression, en psychologie freudienne. Alors, je ne vais pas citer Freud tout l'après-midi, je vous rassure, hein, mais et l'insouciance nous fait faire des choses naturelles. Et elle ramène au soi, à ce qu'on sait faire de bien, etc., qui n'est peut-être pas notre fiche de poste. Et du coup, ça enlève la limite, parce qu'on peut faire des choses extraordinaires qui ne sont peut-être pas dans notre fiche de poste ou pas sur notre CV, et pourtant, on sait les faire. Donc, et l'insouciance aussi, on revient aussi aux enfants qui coopèrent de façon naturelle. Et je rebondis aussi sur Frédéric qui parlait de l'émotion. Ils ont des émotions positives dans la coopération. L'idée, c'est ça, c'est de retrouver aussi des émotions positives, une envie, une insouciance dans la coopération et d'essayer de mettre entre parenthèses, on ne peut pas complètement, mais nos préjugés, nos stéréotypes pour pouvoir plutôt être dans la communication et s'expliquer. Et on remercie BFM TV, faut pas le regarder, qui nous pourrit toute la journée en disant que les autres sont méchants. Je fais une dédicace. C'est un enfer psychologique, ce truc, je ne supporte pas. Arrêtons, je pense, de vivre dans cette réalité-là. On a un quotidien qui peut être un peu plus léger que ça, je pense, tous dans nos vies, qui qu'on soit et où qu'on soit. Donc, essayons de prendre le positif de tout ça pour rester dans l'échange entre nous, dans cette collaboration globale où je pense qu'ensemble, on est toujours plus fort, quoi qu'il arrive. Et de faire de l'humain une richesse. Ouais, qui en est une. À nous de savoir en profiter, en bénéficier à juste titre, quoi. Vraiment. Merci Stéphanie, c'était super. J'adore ces échanges. C'est toujours un plaisir. Alors, j'ai Sabrina qui met un dernier commentaire. Quelle magie quand l'expérience ose se réinventer et que la jeunesse choisit d'écouter. On ne coopère plus, on se transforme ensemble. Merci Sabrina. Merci. Très joli mot de la fin. Ouais, c'est un très joli mot de la fin. Je vais le laisser afficher pendant le jingle même, c'est génial. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé sur le chat. C'est super sympa de nous suivre et d'avoir pu interagir et c'est hyper sympa pour nous aussi de répondre à vos questions et autres. Merci Stéphanie pour cette super expertise. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Tu le sais, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. À très vite. Je vous donne rendez-vous sur la page Human. Ouais. Pardon. Je vais présenter les prochains webinaires qui vont nous suivre. Nous allons recevoir Karine qui va intervenir sur le offboarding, qui est un vrai sujet en entreprise, et Sophia, plus sur l'humain. Et je n'ai pas le titre, Sophia, tu m'en excuses. Mais je vous souhaite en tout cas une très belle après-midi et je te laisse conclure, Stéphanie. Eh bien, je vous souhaite une très belle après-midi et continuons dans cette belle coopération et faisons une transformation ensemble de cette société. À fond les ballons. Merci à tous, à très vite. Au revoir.